Salut à tous et bienvenue sur Antenne Box. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire la preview d'un combat qu'on n'attendait plus, Errol Spence contre Terence Crawford. Alors, j'arrive toujours pas à croire que c'est vrai, je suis excité comme un malade. Normalement, je sors mes podcasts 2-3 jours avant le combat, mais là, je suis tellement chaud que je pouvais pas attendre. Et vraiment, si je pouvais accélérer le temps pour être au 29 juillet, sincèrement, je le ferais. Bon, je ferais quand même un petit stop au 25 juillet pour Fulton contre Inoue, dont on aura le temps de reparler. Et en plus, petit clin d'œil, mais au moment où sort ce podcast, dans le même week-end, il y a Jaron Ennis qui combat, il y a Vergil Ortiz qui devait combattre aussi, mais le combat a été finalement reporté. Et ben les deux sont les gros espoirs, la relève de cette catégorie des welter. Donc on aurait pu avoir, et on va quand même avoir un mois de juillet à fond sur les tops de la catégorie des welter. Avant de poursuivre, juste un petit disclaimer, si mes podcasts vous plaisent, pensez à lâcher un petit like, à vous abonner, à laisser une bonne note sur les plateformes, c'est pas grand chose et ça fait toujours plaisir. Alors avant de rentrer vraiment dans le dur, on va déjà se dire pourquoi ce combat c'est un événement vraiment massif. Alors tout simplement parce que dans ce combat, vraiment il y a tout. On a deux boxeurs pound for pound qui sont classés dans le top, Crawford est numéro 3, Spence est numéro 4 chez Ring Magazine, et en plus depuis des années ils sont dans ce top 5 pound for pound. Les deux, aujourd'hui, ils sont à leur prime. Ils le sont depuis quelques années, mais ils le sont toujours en tout cas. Ils sont toujours invaincus aussi. C'est un combat pour toutes les ceintures de la catégorie. Et il va d'ailleurs couronner le premier champion undisputed chez les welter depuis l'arrivée de l'ère des 4 ceintures. Ce combat, c'est aussi une opposition de style. On le dit souvent, styles make fight. Mais là, en plus, on a deux mecs avec beaucoup de puissance dans les poings. C'est deux boxeurs qui s'expriment dans l'action, donc on anticipe très bien qu'on n'aura pas un match qui sera cadenassé, mais clairement un vrai feu d'artifice. Et enfin, au-delà de toutes ces considérations qui sont purement pugilistiques entre guillemets, c'est un combat qu'on aura vraiment attendu et qu'on a cru qu'il se ferait jamais. Et on est vraiment allé de déception en déception. On a eu de l'espoir en fin d'année dernière, donc 2022. Finalement, on s'est un peu résigné parce que c'est tombé à l'eau. Puis on a pu dire que les négos avaient repris, on a eu des fausses annonces et finalement, enfin, l'officialisation réelle, j'en perds mes mots. Et là, pour n'importe quel amateur de boxe, franchement, c'était fou. J'ai dû me pincer, mettre des gifles devant l'affiche sur Instagram et checker 5 fois que c'était bien un vrai compte qu'il avait posté. Bref, c'était irréel. Et donc, au-delà de ça, on a quand même une année boxe avec des affrontements incroyables en 2023. Elle a démarré doucement, mais vraiment là, c'est complètement fou tous les combats qui se signent et qu'on peut voir chaque semaine. Et peut-être que tous ceux qui ont fait un peu les fines bouches peuvent dire merci à Ryan Garcia et Gervonta Davis qui ont lancé les hostilités en mettant en jeu leur invincibilité dans un, comme on l'appelle quand deux stars s'affrontent, méga fight. Je pense que l'écho de leur combat et aussi, faut pas se mentir, la thune qui se sont fait, elle a déridé pas mal de monde. Et qu'on en récolte les fruits aujourd'hui avec des affiches de plus en plus folles et ça fait un bien fou à la boxe. J'espère qu'on est vraiment en train de vivre un changement d'air où les meilleurs vont de nouveau enfin s'affronter avec une boxe qui soit tournée vers la recherche de prestige plutôt que du meilleur rapport risque-bénéfice. Donc quoi qu'il en soit, cette longue attente, elle aura participé je pense à construire un narratif qui est bien ficelé parce que pendant très longtemps, le sujet et les spéculations, ça aura tourné autour de qui évite qui. On avait des déclarations de l'un qui disaient qu'il n'avait pas besoin de l'autre pour son héritage, des call-outs qui n'étaient pas suivis d'effet, des face-off en fin de combat qu'on a attendus mais qui sont jamais arrivés, des critiques aux promoteurs respectifs en disant que c'était la faute de Top Rank, que c'était la faute de PBC, etc. Bref, on savait pas qui on devait accuser, si c'était Crawford, si c'était Spence, si c'était le boxing business. Mais finalement, on peut dire merci aux deux hommes d'avoir géré ça entre eux comme des grands, en prenant leur téléphone après que les négos de fin 2002 soient tombés à l'eau, et qu'ils aient réussi ensemble, encore une fois, à trouver des compromis pour que ce choc puisse avoir lieu. On peut aussi être reconnaissant que Crawford soit devenu agent libre à la fin de son contrat avec le promoteur Top Rank, ce qui a pu faciliter les négociations en direct avec Spence et PBC, ou le promoteur de Spence. Donc maintenant qu'on y est et que le narratif de l'un évite l'autre est refermé, on observe un nouveau, un peu réducteur qui se met en place, je trouve, autour de ce combat. De mon point de vue, aujourd'hui, on est en train de trop s'enfermer, ou trop enfermer ce combat dans un descriptif de un mec plus gros qui frappe plus fort, donc Spence, contre un mec plus technique avec un meilleur IQ box, Crawford. Le vrai point de tension pour moi, la vraie clé de cet affrontement, c'est plutôt
qui va imposer son style à l'autre, mais du coup on va y revenir. Parce que avant de parler des clés du combat, il faut d'abord analyser bien sûr les forces en présence, et on va commencer par Terence Crawford. Donc Crawford c'est 35 ans, 39 combats pro, 39 victoires, donc 30 par KO, 1m73 pour 1m88 d'allonge, donc des bras assez longs, il faut le dire. Évidemment, un des éléments clés dans son profil, et on en parle beaucoup, c'est son ambidextrie, donc sa capacité à boxer en droitier et en gaucher. Mais de base, et on va développer, même s'il est plus à l'aise que la moyenne des gauchers et même que certains droitiers en droitier, il est et il reste un gaucher de prédilection. Il est champion dans 3 catégories, léger, super léger, où il a été d'ailleurs champion undisputed avec toutes les ceintures, et en welter, où il a aujourd'hui la ceinture WBO. Au niveau du style, Crawford c'est un boxeur qui va avoir une attitude relâchée, il travaille pas mal en feinte du bras avant, il provoque son adversaire et derrière la réaction il va chercher le contre. Le contre c'est un aspect dans lequel il est très bon, mais il est aussi très vif, il gère très bien les transitions entre les phases lentes, décontractées et les phases où il va être plus sec, plus agressif et je l'ai dit, il a des longs bras et il est souvent sur des combinaisons où il utilise son allonge dans cet enchaînement. Et là où je trouve que Crawford est très très fort en contre, c'est notamment sur les frappes qu'il fait en se déplaçant. Il va souvent placer son coup en fait dans le mouvement miroir de son adversaire grâce à ses déplacements à lui. Et en fait, il va faire en sorte que son coup aille à la rencontre du mouvement adverse pour ajouter à la force de sa frappe à lui le fait que son adversaire vienne s'empaler dessus. Et en vrai, arriver à exécuter ça en anticipant les mouvements de son adversaire et en faisant les bons, c'est une des meilleures démonstrations de son immense QI box dont je parlais. Et Crawford en vrai il est quand même assez complet, il sait aussi empêcher son adversaire de boxer en prenant l'initiative et en étant actif. On l'a vu faire ça contre Beltran, même contre Sean Porter par exemple. Et sur la garde, les moyens de défense, ça repose plus sur des esquives et du mouvement que sur des blocages. Après, il adopte parfois la garde un peu Philly-Shell, donc la fameuse garde de Mayweather, et le shoulder roll en défense, donc pour faire un peu glisser les coups sur lui. Et comme je l'évoquais un peu avant, on a beau dire qu'il est ambidextre, il est beaucoup plus fort en gaucher. Il va servir souvent de sa position de droitier pour créer de la confusion, et souvent en début de combat. Mais on voit que quand le combat se corse, il va avoir tendance à retourner sur sa garde de gaucher. Et justement, c'est un peu un des narratifs qui me fatigue parfois autour de Crawford. Le fameux ah oui, il résout le puzzle, il avait des difficultés en droitier donc il est passé en gaucher et il a su prendre le dessus. Encore une fois, de base il est gaucher, donc c'est normal qu'il soit meilleur en gaucher. Après, comme je l'ai dit, il est très bon en droitier pour un gaucher, ça crée de la confusion, mais contre des top fighters, quand il veut maximiser ses chances, il va se positionner en gaucher. Contre Gamboa par exemple, il va commencer le combat en droitier, il se fait un peu mettre à l'amende en début de combat sur les 3 premiers rounds, et il va passer en gaucher, et c'est là qu'il va démolir Gamboa complètement. Et le dernier truc à dire autour de Crawford aussi, c'est que c'est un boxeur qui sait vraiment être méchant, qui sait faire mal au moment où il faut faire mal. Donc voilà, il a un peu cet instinct de tueur qui est hyper intéressant, et qui fait de lui aussi des top boxeurs mondiaux. Sur l'état d'esprit, je trouve aussi qu'il a su se montrer impressionnant dans sa capacité à souvent montrer comment il renverse la vapeur dans un combat. J'en ai parlé, Gamboa, il l'a fait dans ce sens-là. Contre Porter aussi, on voit son coin qui lui dit au 10e round qu'il est en retard au point, ce qui en plus est faux parce que quand on regarde les scorecards finales, on voit qu'il était quand même en avance. Lui, il n'en croit pas ses oreilles et du coup, il va arrêter Porter dans ce round-là après lui avoir mis 2 knockdowns, ce que personne n'avait jamais fait, donc arrêter Porter. Et ça lui a quand même offert pas mal de respect de la part de beaucoup d'observateurs box, parce que Crawford justement, il a longtemps souffert de questionnements sur le niveau de son adversité par rapport à un Spence notamment, et du côté dominant dans certains de ses combats, quand il a eu du mal par exemple contre un Cavalier-Oscas par exemple. Et justement sur la problématique de l'adversité, ça a été très lié à son promoteur, là où PBC pouvait offrir à Spence les meilleurs combats en poids welter grâce à son roster, et Top Rank avait plus de mal à mettre une vraie grosse adversité à Crawford, et les noms qu'il a pu taper, les gros noms entre guillemets, souvent ça peut être vu comme des restes entre guillemets, parce que quand il prend Kell Brook, c'est un peu en bout de course et après que Spence soit déjà passé dessus. Il prend Amir Khan qui était moins flamboyant qu'à ses débuts, et même dans une moindre mesure Porter, il était toujours solide, mais on voit que Porter il prend d'ailleurs sa retraite le soir même de sa défaite contre Crawford.
Donc voilà, ça dit quand même quelque chose. Après, on peut pas enlever que Porter, c'est quand même le premier qui lui a offert une réelle légitimité, aussi parce qu'il a su l'arrêter, ce que d'autres n'avaient pas su faire avant lui. Mais ce sujet de manque d'adversité, il colle pas mal à la peau de Crawford, et c'est un des sujets de débat qui, je pense, lui aussi l'a pas mal saoulé. Si je devais résumer Crawford en 5 combats clés, donc il y a pour moi 5 combats que vous devez voir de Crawford. Après il y a aussi, je mêle pas que le côté technique, etc. Il y a aussi le côté historique qui est intéressant dans ces 5 combats que j'ai choisis. Le premier que je mets, c'est celui contre Bridis Prescott. Donc c'est le premier gros combat de Crawford. En vrai, il était sous la sous-carte à la base du combat de Bridis Prescott. L'adversaire de Prescott ne peut pas combattre ce soir-là, et donc Crawford est promu sur la main card face à Prescott. C'était d'ailleurs Prescott le premier qui avait mis KO Amir Khan, et donc Crawford va faire une démonstration, et c'est ça qui va lui valoir du coup d'être propulsé sur les top shows de Top Rank. Le deuxième combat, c'est contre Gamboa, donc un combat où il confirme après avoir battu Ricky Burns, qui lui fait devenir champion des poids légers. Donc comme je l'ai dit, il va galérer un peu au début, puis il va passer en gaucher, et il va complètement mettre son emprise sur le combat. Il va scorer 4 knockdowns sur Gamboa, qui vont pousser l'arbitre à mettre fin au combat. C'est un très très beau combat, hyper dynamique, hyper intense. Si vous devez en regarder un, franchement celui-là il est top. Le troisième combat, j'aurais mis Victor Postol. Alors j'ai hésité avec Julius Indongo, parce que Indongo, c'est le moment où Crawford devient le premier champion undisputed des super légers. Donc historiquement, il a une portée, mais il y avait moins d'incertitude dans l'affrontement entre Crawford et Indongo. On attendait que Crawford gagne, et d'ailleurs il a démoli Indongo. Mais à l'époque où il prend Postol, donc c'était un vrai test, et c'était le premier combat d'unification en super léger de Crawford, donc où il y avait 2 ceintures des super légers en jeu. Et à l'époque aussi, Postol il était invaincu, il venait de battre Lucas Matisse. Donc il était quand même en bonne position, et Crawford dans ce combat-là va démontrer une vraie science dans la gestion du ring, dans la gestion de la distance, et va complètement surclasser Postol. Le quatrième combat, pareil, j'hésitais entre deux, mais j'ai préféré mettre José Benavides, qui est donc la défense de la ceinture WBO des welter que Crawford aura remporté dans le combat d'avant contre Jeff Horn. Jeff Horn, Crawford va lui marcher dessus. Benavides, ce qui est intéressant, c'est que c'est un combat où il y avait eu beaucoup d'animosité, et on voit Crawford mettre en place une performance vraiment destructrice contre Benavides. On sent que les deux s'aimaient pas, et il va le mettre KO je crois au 11e round, donc il y avait beaucoup d'électricité dans ce combat. Et enfin le dernier, j'en ai parlé, Sean Porter, où encore une fois c'est un peu le top adversaire qu'il ait pris jusqu'à aujourd'hui. C'est un peu ce qui a validé le fait qu'il pouvait aussi combattre des tops de la KT, et qui a un peu cassé ce discours sur son manque d'adversité. Et surtout, au-delà du nom, il y a la manière où, comme je l'ai dit, dans le 10e, on va lui dire qu'il est en retard, à l'appel du 10e en tout cas, ce qui était faux. Et du coup il va accélérer, mettre 2 knockdowns direct à Porter qui vont l'arrêter, et ça va être le premier à arrêter Sean Porter. Donc voilà, c'est vraiment à date la victoire la plus prestigieuse de Crawford aujourd'hui. Maintenant on va parler d'Errol Spence. Alors Errol Spence Jr, il a 33 ans, il fait 1m77 pour 1m83 d'allonge, il a 28 combats, 28 victoires, 22 KO, et il est gaucher aussi. Spence, il a une grosse carrière amateur, il a gagné les Golden Gloves, qui est un combat, une compétition américaine amateur assez prestigieuse pour les jeunes boxeurs. Il a été 3 fois champion amateur des États-Unis, il a été membre de l'équipe olympique américaine aux Jeux Olympiques de Londres en 2012, et il s'est fait sortir en quart de finale, suite à quoi du coup il est passé pro. Spence, c'est un combattant qui est agressif, qui est très efficace à l'intérieur. Donc dans le combat rapproché, c'est un vrai démolisseur à courte distance. Il a un jab lourd qu'il va utiliser pour avancer, pour casser la distance. Il met une pression constante, il aime contrôler le centre du ring pour constamment mettre son adversaire sur le reculoir et sous pression. Et il va venir démolir encore au corps, remonter à la tête, continuer à remarteler le corps. Il va complètement asphyxier en fait ses adversaires dans le déluge de coups. Et la boxe de Spence, c'est vraiment d'avancer avec son jab, de venir coller, boxer de près en crochet, en uppercut court, en variant le corps et la tête. Et au fur et à mesure du combat, c'est assez impressionnant de voir comme il met son emprise et comme il monte en puissance.
Et on voit que Spence cherche systématiquement à imposer sa volonté à ses adversaires. Il manie aussi très intelligemment son positionnement de pied, où on voit souvent que soit il va le garder à l'intérieur pour venir travailler le jab, et derrière le contre rapide au corps, avec souvent le bras arrière, au foie, et il va le décaler à l'extérieur pour accélérer avec un cross puissant, ou sortir de l'axe. Et il est aussi assez compact défensivement en cherchant à parer de près avec ses bras ou ses gants. Donc voilà, une garde assez hermétique en général. Et il faut dire aussi, Spence c'est un vrai gros welter qui a gagné tous ses titres dans cette catégorie. Et moi ce que je trouve ultra fort chez Spence aussi, c'est son histoire. Parce que de base c'est un petit phénomène, il a été encensé par Mayweather qui l'avait pris en sparring partner et qui lui a, de son propre aveu à Floyd, donné beaucoup de mal. David Attias, qui a été l'ostéo de Mayweather, a déjà raconté ça en des termes un peu plus crus à l'avantage de Spence, en disant qu'il avait un peu démoli Mayweather en sparring. Bon, après c'est du sparring, c'est de la pas de combat, donc c'est évidemment pas dire que Spence aurait démoli Mayweather, mais voilà, je pense que ça montre le niveau du bonhomme, son agressivité et sa capacité à y aller. Et après en pro justement, il a gravi les marches en tabassant tous ses adversaires comme un vrai rouleau compresseur. Il se retrouve avec de belles adversités grâce à PBC. Vient son combat épique contre Sean Porter qui reste dans les mémoires et que Spence remporte. Et donc là, il est vraiment au top. Et boum, énorme accident de voiture. Il est éjecté de sa Ferrari après plusieurs tonneaux. Il a subi des lacérations au visage, mais pas de fracture ou de gros trauma malgré la violence du choc. Donc c'est clairement un miraculé. Il va passer du temps à l'hôpital. Et pour son combat de retour, on ne sait pas vraiment quel Spence on va retrouver sur le ring. Surtout qu'il ne choisit pas la facilité en affrontant Danny Garcia, qui est un des top welters à l'époque, avec de l'expérience et un gros crochet gauche de bûcheron, et il va gagner de façon très convaincante. Et suite à ce retour, il y a un build-up qui se monte avec la légende des rings Manny Pacquiao, mais quelques jours avant le combat, il se fait une déchirure de la rétine, donc il doit se faire opérer. Yordenis Ugas est alors promu sur la carte principale à la place de Spence contre Pacquiao. Il va battre Pacquiao, et du coup, après encore une absence conséquente, c'est donc Ugas que Spence va affronter, alors qu'il vient justement de faire Ugas une vraie masterclass contre Pacquiao, et qu'encore une fois, on ne sait pas trop quoi attendre de Spence. Et encore une fois, Spence va tabasser littéralement Ugas, il va le contraindre à arrêter le combat après lui avoir fracturé l'os orbital et complètement fermer l'œil. Et du coup, Spence, c'est vrai que il a fait des combats très impressionnants quand on avait des doutes sur lui. Il a beaucoup de gros scalps à son actif qu'il a pris à leur prime. Je pense aussi à Mickey Garcia par exemple, qu'il a éclaté, mais qui avait pris 2 catégories pour venir faire ce combat, mais il était invaincu à l'époque, et donc ça me fait marrer parce que j'ai envie de passer un coucou à Jermel Charlo qui va prendre 2 catégories pour aller affronter Canelo. On voit que ça avait pesé sur la boxe de Mickey Garcia, donc à voir ce que ça va coûter à Jermel Charlo. Il avait pris Kell Brook aussi à son prime, il a pris Sean Porter à son prime, Yordenis Ugas à son prime, et du coup c'est ça qui a souvent alimenté la comparaison avec Crawford. Après, Spence il a quelques défauts qui peuvent lui porter préjudice. Il peut se déconcentrer sans raison dans un combat. Contre Ugas typiquement, il va prendre un coup qui va lui faire perdre son protège-dents, et il va s'arrêter complètement pour chercher par terre son protège-dents. Et s'il s'amuse avec ça contre Crawford, parce que là du coup il a pris des coups de la part d'Ugas, il va le payer direct. Donc il faut vraiment qu'il reste concentré. Et au-delà de ça, il a aussi une tactique de combat qui peut le rendre l'affrontement assez difficile à scorer. Parce que comme il combat de près, c'est des combats qu'on a tendance à moins bien arbitrer et à moins pouvoir juger sur les touches nettes. C'est difficile à scorer du coup si ça va au point. Typiquement contre Sean Porter, même s'il a gagné bien sûr, les cartes des juges on peut voir qu'elles donnaient à chaque fois des rounds très très différents. Donc c'est vraiment l'appréciation et c'est assez difficile. Si je devais donner 5 combats clés pour Spence, le premier je dirais Chris Algieri, donc qui est considéré un peu comme le premier vrai test pour Spence, et Spence va l'éclater en 5 rounds. Ensuite Kell Brook, qui est un combat qu'il va obtenir après avoir encore une fois aussi démoli Bundu. Il prend le titre EBF dans ce combat contre Kell Brook après être monté en puissance et avoir contraint Brook à l'arrêt. Donc au début Brook est bon, il gêne bien Spence et tout, et puis au fur et à mesure on va vraiment voir le rouleau compresseur se mettre en place et on va vraiment voir à quel point il monte en puissance. Le troisième, j'en ai parlé, c'est Mikey Garcia. Alors pas tant pour le combat en lui-même parce que c'est vrai qu'il n'y avait pas vraiment d'adversité, mais ce qui est impressionnant c'est de voir que un Mikey Garcia à l'époque était un top boxeur invaincu. Spence va prendre tous les rounds
malgré le fait qu'en plus Garcia soit un mec multititré, donc pas n'importe qui. Ensuite il y a Sean Porter, donc ça j'en ai parlé, un combat un peu épique entre Spence et Porter, qui aurait été très disputé, très beau à voir. Pareil, s'il y en a un à voir je pense dans la galerie de Spence, c'est celui-là, parce que très impressionnant, très disputé, très dynamique. Et enfin le dernier, j'aurais pu parler de Danny Garcia, mais j'ai plus envie de parler de Yordenis Ugas, parce que encore une fois il y avait des doutes, il revenait de l'accident, il avait eu la rétine fissurée, donc on se posait beaucoup de questions. Ugas sortait d'une très belle performance, et vraiment Spence va lui marcher dessus, quoi, donc très très impressionnant. Donc maintenant qu'on sait à qui on a affaire, il faut se poser les questions sur quelles sont les clés du combat. L'élément important, c'est que Spence, il a un style de combat qui est plus attendu. On sait dans quel registre il aime boxer et comment il aime imposer son rythme et sa configuration de combat. Crawford, lui, il est plus complet, plus versatile et potentiellement avec un meilleur QI box global. Mais attention, parce que déjà, ça ne veut pas dire que Spence n'a pas de QI box ou n'a pas un QI box très élevé aussi. Et surtout, Spence, ça reste un maître dans son style de combat à lui. Et un autre paramètre qu'il faut avoir en tête, c'est que Spence frappe plus fort, tandis que Crawford a potentiellement plus de punch. Spence, il va te faire mal tout au long du combat. Crawford, il peut potentiellement t'éteindre sur un coup, même si Spence peut le faire aussi. Mais voilà, il faut un peu faire cette différence entre la force brute et le punch. Crawford, il a tendance aussi à travailler sur de l'allonge, là où Spence, il va travailler à courte distance. Donc c'est une forme d'opposition de style. Une question centrale, ça va donc être de déterminer, et qui va permettre de déterminer la physionomie du combat, c'est qui va imposer sa distance, dans quelle zone va se passer le combat. C'est ça qui va déjà mettre des éléments de réponse sur qui sera le plus à l'aise dans le combat, selon là où ça se passe. Crawford, ce qu'il va devoir faire, c'est empêcher Spence d'installer son jab pour se rapprocher, en mettant justement de l'activité, en faisant travailler Spence quand il n'a pas envie de travailler. Et Spence, lui, va sûrement essayer d'avancer et de mettre le rythme. Porter avait d'ailleurs gêné Crawford de près et avait réussi à pas mal le toucher. Donc Crawford, il va chercher aussi quelque part le contre. Mais la question, c'est si Spence se rapproche suffisamment, est-ce qu'il aura assez d'espace pour les placer, ses contres? Et là, les accrochages peuvent jouer un rôle de la part de Crawford pour casser un peu le rythme de Spence et reprendre de la distance. On sait aussi que Spence, il a tendance à monter en puissance au fil du combat. Est-ce que Crawford va chercher à démarrer vite? Et j'en parlais, souvent Crawford, il commence en droitier pour installer de l'incertitude avant de re-switcher dans sa position préférentielle en gaucher. J'ai hâte de voir si contre Spence, qui est gaucher, il va faire pareil ou commencer en gaucher direct et changer pendant le combat de temps en temps. Enfin, il y a un élément à pas négliger, même si Spence ne trouve pas le KO, il abîme souvent physiquement ses adversaires en les contraignant à l'abandon. Brook et Ugas ont dû abandonner à cause d'un œil trop touché, il faudra pas trop en prendre de près pour Crawford. C'est l'heure du prono maintenant. Bon alors là, bas les masques, moi je vais le dire, je suis 100% à fond pour Errol Spence. Je kiffe son style de bulldozer, je trouve qu'il a un charisme de fou. J'aime la façon qu'il a de toujours délivrer quand on a douté de lui. Il a fait face à de gros niveaux d'adversité. Attention, Crawford, c'est un magnifique boxeur, c'est un technicien hors pair. D'ailleurs même Shakur, que j'adore comme boxeur, a dit que c'était le seul à lui avoir donné une vraie leçon de boxe. Donc ça montre aussi le niveau du bonhomme. Même s'il y a quand même une certaine différence de poids, mais voilà, ça montre quand même le niveau. Mais Crawford, j'aime moins sa personnalité, que je trouve plus fade. Et puis ça me gonfle aussi quelque part de voir tout le monde si certain que Crawford est supérieur à Spence. Donc rien que pour ça, j'ai envie de le voir faire un statement, Spence, et j'aimerais bien une petite onde de choc où on dise en fait Spence on l'a encore sous-estimé et il vient de montrer à tout le monde que c'était vraiment le meilleur. Donc en vrai, on a un tel niveau de performance et de maîtrise que c'est des détails qui vont faire la différence. C'est le game plan que l'un va mettre en place et la réponse que l'autre pourra apporter. Et en fonction de ça, ça risque de varier à mesure que l'un et l'autre vont chercher des solutions pour s'adapter. Donc voilà, c'est vraiment qui va le mieux répondre aux initiatives de l'autre. On voit beaucoup de boxeurs commenter ce combat, donner leur avis, et on voit pas mal donner un léger avantage encore une fois à Crawford, qui est d'ailleurs le favori aussi des bookmakers. Mais tout le monde est unanime sur le fait que c'est un combat qui est extrêmement compétitif et que c'est évidemment impossible de déterminer le gagnant avec certitude. Beaucoup de médias box ont également interrogé Kell Brook et Sean Porter, qui ont tous les deux été dans le ring avec les deux, et les deux ont aussi l'air de donner un petit avantage à Crawford par rapport à ses qualités techniques et d'adaptation, mais les deux sont aussi très objectifs sur le fait que
Crawford n'a jamais été confronté à une adversité comme Spence, que le style agressif de Spence peut poser des problèmes à Crawford avec sa volonté d'avancer et la puissance qu'il a et aussi c'est son arsenal de coups au corps qui va sûrement beaucoup utiliser contre Crawford. Et après, cette adversité, elle est vraie aussi pour Spence avec Crawford, parce que je pense que Crawford, c'est le top boxeur que Spence va rencontrer. Mais au global, je pense que le CV et l'adversité de Spence dans sa carrière ont été plus solides que celle de Crawford. Spence lui-même, il dit qu'il comprend pourquoi les gens donnent l'avantage à Crawford et que ça va avec les doutes qui ont pu l'enterrer déjà suite à son accident, sa blessure, son manque d'activité et l'image de technicien qu'a Crawford. Mais on sait que Spence a toujours surdélivré quand on l'attendait moins, donc moi j'ai envie d'y croire. Donc évidemment, j'ai 1000 pronos en tête, 1000 scénarios possibles, mais je vais jouer le jeu de donner le prono du cœur, même si franchement, c'est impossible de prédire un truc comme ça, mais bon voilà, je vais donner mon prono du cœur, pas de la raison. Je vais dire une victoire de Spence par arrêt de l'arbitre, donc TKO au 11e round. Voilà, je me suis mouillé, je pense qu'on a fait le tour de ce sujet, j'ai hâte d'y être, franchement je compte les jours, c'est énorme. Si ce podcast vous a plu, encore une fois, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner, à partager ou encore à laisser une note ou un commentaire sur les plateformes de podcast. Ça fait toujours plaisir d'avoir des retours positifs et ça donne vraiment l'envie de continuer. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire vos pronos pour le combat. D'ici là, portez-vous bien. Je vous dis à la prochaine sur Antenne Box. Salut!